Bonjour à tous. Merci d'être là pour ceux qui sont là et merci pour ceux qui nous regardent en direct sur LinkedIn et pas sur YouTube. Petit problème technique de dernier moment, on est désolé. Écoutez, voilà, moi je suis ravi, on est ravis de vous accueillir. Je voulais remercier Philippe parce que c'est lui qui nous accueille dans cette merveilleuse piscine. On ira tous nager un peu après, si vous avez le temps. Et bien sûr, Atomic qui nous a préparé cette présentation. Je vais les laisser évidemment la dérouler et puis on se retrouve à la fin pour les questions et la conclusion. À tout de suite. Merci Arthur. Bonjour à tous. Donc un petit rappel sur l'objectif de ce baromètre. Ce baromètre a pour but bien évidemment de suivre l'évolution du marché, mais aussi offrir plus de granularité et de transparence dans l'analyse. Ce baromètre ne se veut pas exhaustif, mais il se veut très représentatif du marché français avec un échantillon qui tient la route. Pour ce faire, donc en toute logique, dans l'analyse, on va raisonner plutôt en structure qu'en valeur absolue. Alors, le baromètre s'appuie sur les données de différents SSP partenaires que vous voyez ici, et il est important de rappeler le périmètre de l'analyse. Donc, sont exclus tout ce qui est walled garden, donc Google, Facebook, Amazon. Également, le social est exclu, le search et tout ce qui est chaîne télé. Donc, en fait, ce que fait Atomic, c'est qu'il collecte l'information provenant des SSP. Donc les SSP relèvent les revenus en fait aujourd'hui de près de 500 éditeurs qui sont gérés par 30 principales régies. Avant de passer au sommaire, sur un plan pratique, tout ce qui a trait aux questions, vous pouvez les poser dans le chat de LinkedIn, c'est ça? Ouais, ok. Il peut y avoir des questions dans la salle, on y répondra en fin de session. Alors passons au sommaire. Donc dans le sommaire, on a un sommaire qui est très proche de ce qu'on avait fait l'an dernier, donc une vision globale du marché, une analyse par device, une analyse par format, une analyse des CPM avec un bonus pour les adhérents, puisqu'il y aura une partie plus détaillée sur les CPM, une analyse par type de deal et de format IAB. On verra ensuite le top annonceur, le top bidder. Il y a une partie également réservée aux abonnés pour le panorama des acheteurs. Et on terminera par les points clés. Je laisserai Arthur faire la conclusion. Jean-François, à toi de jouer. Merci Philippe et bonjour. Bonjour à tous. Jean-François Bernard, Chief Product Officer de Atomic, une solution analytique d'optimisation des ventes programmatiques et du yield pour les éditeurs. Et comme l'a expliqué Philippe, on va démarrer par une vision globale du marché. Je reviens juste sur l'introduction de Philippe qui parlait d'une trentaine de régies. Je précise simplement qu'on est sur une cohorte qui est stable sur 2020-2021. Et comme l'a dit Philippe, l'intérêt d'avoir une cohorte, c'est d'être extrêmement rigoureux, précis sur l'analyse de la dynamique du marché. Alors, par le marché, on va parler des investissements programmatiques globaux sur le marché français. Et croissance entre 2020 et 2021 qui s'établit, selon nos chiffres, à plus 20%. Plus 20% tiré par une légère croissance des impressions de plus 4% et des CPM à plus 15%. Il faut recontextualiser ces chiffres par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière avec la crise Covid. On avait connu en 2020 par rapport à 2019 une baisse de 4% des investissements programmatiques. Plus spécifiquement, on avait connu à l'époque une croissance assez importante du volume des impressions, on était à plus 17% l'année dernière, et une baisse des CPM assez drastique à moins 18%. Donc si on reprend ces chiffres, plus 4% par rapport à plus 17% l'année dernière, ce qu'on constate, c'est qu'on capitalise sur la croissance de l'année dernière et qu'on est finalement sur des volumes qui sont encore assez importants. En revanche, sur le CPM, moins 18, plus 15, on se rend compte tout de suite qu'on est encore en retard par rapport à 2019, qu'on n'est pas revenu au niveau de ce CPM. On repassera un petit peu de temps dessus tout à l'heure pour expliquer d'où vient l'écart. En termes de format, finalement tous nos formats display, native et vidéo sont au même niveau en termes de croissance, relativement équilibré par rapport au marché. Display et vidéo qui fonctionnent quand même en couple avec une croissance qui est là et assez partagée entre croissance des impressions qui est même pour le coup un tout petit peu devant le CPM. Croissance de la native qui fait un petit peu bande à part, puisque là on est sur une baisse des impressions et une très forte croissance des CPM.
Là aussi, il faut se rappeler de ce qu'on a vu l'année dernière avec la crise Covid. On avait vu un bond assez phénoménal des impressions sur la native avec du plus 100% et une chute tout aussi phénoménale d'ailleurs des CPM sur la native avec du moins 32%. Finalement, on fait le même constat qu'au niveau général. Ce moins 6, il n'est pas si mauvais que ça dans une situation où on avait connu un bond de 100% l'année dernière. Le plus 29, on le relativise aussi par rapport à un moins 32 l'année dernière. Encore une fois, on n'est pas au niveau de ce qui s'est passé en 2019 du côté des CPM. On a voulu vous donner une vision un petit peu plus granulaire de cette croissance marché en la traquant mois par mois. Donc là, vous avez un graphique qui vous montre l'évolution mois par mois. Typiquement, en avril, on a plus 82%, 83% même par rapport au mois d'avril 2020. On voit très bien que l'année est coupée en deux et on voit bien sur le premier semestre le trou, l'arrêt d'activité lié à la crise de la Covid en début d'année dernière. On a donc une croissance sur le premier semestre qui s'établit à plus 37%. Le deuxième semestre est un peu plus intéressant, il fournit une base plus saine pour la comparaison puisqu'on était post-crise Covid l'année dernière. Et on se retrouve ici avec une croissance de l'ordre de plus 6%, donc relativement modeste finalement, par rapport à une croissance de plus 20% sur l'année. Merci Jean-François, très bien. À ce stade, moi j'ai une question. Donc on a vu plus 20% de croissance sur l'année, plus 37% en S1, plus 6% au S2. Est-ce que cette croissance, elle est linéaire chez tous les éditeurs ou y a-t-il des disparités? Ouais, c'est une bonne question, Philippe. On a parfois des moyennes qui représentent assez mal ce qui se passe sur le marché. C'est le cas ici. Et on a véritablement une diversité des situations qui est assez importante. Et on a collecté quelques chiffres d'évolution de chiffres sur le deuxième semestre pour des régies. On a du moins 12, on a du moins 2, on a du plus 4, on a du plus 9, on a du plus 25, on a du plus 38. Donc on est sur un étalement assez large par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en termes de croissance. On l'éclaire de deux façons. Le premier point, c'est que vous voyez que la croissance est quand même assez faible à partir de septembre. Il y a un petit rebond en novembre. Novembre, pour mémoire, c'était un mois de confinement en 2020. Et en 2020, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu un fort rebond de l'activité à partir de septembre avec le report de campagne qui était lié à la crise du Covid. Donc la base de comparaison, finalement, sur le deuxième semestre de l'année 2020, il faut se rappeler qu'à partir de septembre, la donne change un tout petit peu. Néanmoins, plus 6% en moyenne, encore une fois, c'est pas si bien que ça. Ça n'explique pas complètement l'étalement qu'on voit. On allait regarder plus précisément les régies qui étaient soit en décroissance, soit relativement à l'équilibre. Et on a trouvé, dans un certain nombre de cas, des baisses de volume d'impression. Donc baisse de volume d'impression sur le deuxième semestre de l'ordre de moins 10%, de moins 15%. Et on ne peut pas mettre le doigt dessus de manière, je dirais, très rigoureuse. On a mené nos interviews. Mais c'est vrai que ce qu'on voit se passer sur le marché, en particulier en termes de consentement ou non-consentement, devrais-je dire, je récupère des chiffres de Smart qui nous disaient qu'en fin d'année dernière, on était à 23% des ad calls qui étaient non consentis avec le RGPD. Difficulté de monétisation peut-être sur ces impressions non consenties qui conduit à une diminution des volumes d'impressions vendues, sans doute, et donc à des chiffres de croissance pour certaines régies, compris une politique de monétisation relativement radicale par rapport à ce consentement, qui peut expliquer le chiffre en décroissance pour celle-ci. Merci Jean-François. Et puis une dernière variation sur l'évolution des revenus. On vous présente un petit peu la même chose ici. On s'est simplement mis en base 100 sur janvier 2020. Donc si le marché, les investissements font 100 en janvier 2020, vous voyez pour chaque mois la comparaison entre 2020 et 2021. Vous retrouvez sur 2021, ça c'est une saisonnalité qu'on retrouve qui est assez classique, avec une montée sur T1, T2, la chute lors de l'été et puis la montée sur T4. Et on voit bien qu'à partir de septembre, en effet, on est finalement relativement équilibré par rapport à l'année dernière avec quand même ce petit plus sur le mois de novembre. On va passer à l'analyse par device sur une slide qui n'est pas très simple à commenter parce qu'il ne se passe pas grand-chose.
Le mobile, si on somme, donc là, simplement pour présenter le schéma d'abord, hein, on voit la part des investissements programmatiques cassés par type de device sur le marché français. Et donc le mobile, si on somme mobile et tablette, qui s'établit à 56%, donc loin devant tout ce qui est desktop et laptop. Bon, c'est assez stable, en réalité, il ne se passe pas forcément grand-chose de ce côté-là. Si on devait tirer une tendance de cette slide-là, quand on regarde 2019, 2020, 2021, on voit quand même une légère décroissance des tablettes. Donc les trois chiffres sur les 3 années, c'est 7%, 6%, 5% sur les tablettes. Donc petite perte de vitesse des tablettes. En réalité, c'est des investissements qu'on va retrouver au niveau du mobile, hein, donc on est sur un phénomène de vase communicant. Peut-être que le point le plus intéressant finalement sur cette slide, il n'est pas dans le graphique, il est à côté. Comme le disait Philippe au départ, on collecte de la donnée depuis les SSP hein, pour établir ces analyses. Et quand on récupère ces rapports, dans un certain nombre de cas, on retrouve des devices non identifiés. Si on regarde plus précisément, on va trouver beaucoup de vidéos sur ces devices non identifiés. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que pour un SSP, c'est pas si compliqué que ça hein, d'identifier un ordinateur ou un mobile. Donc on pense quand même, on penche pour la vidéo sur des devices exotiques. Et donc on pense forcément à de la TV connectée. Et ce qui est remarquable, c'est que ce device non identifié / TV connecté, il était à 0,4% en 2020, et il va être multiplié par 3, par plus de 3 d'ailleurs, en 2021, et atterrir à 1,5%. Là aussi, comme pour le consentement, on ne met pas le doigt rigoureusement sur la part des investissements qui est réalisée en programmatique sur le CTV. Mais encore une fois, les indices concordent pour dire que sans doute dans ce 1,5, il y a une bonne partie de CTV et qu'on suit de manière relativement indirecte la croissance du média CTV. Sur le mobile, on a voulu casser l'information entre ce qui se passe sur le in-app et le mobile web. Je précise ici qu'on est sur une sous-cohorte par rapport à notre cohorte 2020-2021, parce que c'est de la donnée qui est assez compliquée à récupérer, et c'est pas une cohorte qu'on a de manière complète sur les années 2020-2021, d'ailleurs on l'a surtout en 2021. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces 56% du mobile, on peut les casser entre 10% d'investissements qui sont dans l'univers in-app et 46% sur le mobile web. Donc le mobile web qui est quand même loin devant l'in-app. Et phénomène intéressant, encore une fois, on n'a pas les données de 2020, on n'est pas capable de faire une comparaison entière sur l'année. On est quand même allé regarder la fin de l'année 2020 pour voir où on était sur l'in-app, et on était 4 points au-dessus sur l'in-app. On sait ce qui s'est passé cette année avec l'arrivée de iOS 14.5 en avril, et le déploiement de cet OS qui emporte la fonctionnalité ATT, App Transparency Tracking, qui permet aux utilisateurs de bloquer l'envoi de leur identifiant mobile. Ça pose des problèmes en termes de gestion de campagne, de ciblage, de mesure. Et forcément, cette perte de vitesse sur l'in-app, encore une fois de 14% fin d'année 2020 à un 10% en moyenne, on l'associe au déploiement de ATT, d'autant plus que la chute qu'on voit sur la part de voix de l'in-app, elle intervient surtout à partir du deuxième semestre du milieu d'année. Donc il y a concordance avec l'arrivée de iOS 14.5. Sur la droite, vous avez un graphique qui vous donne l'évolution par volume d'impression. Le point à retirer, c'est que si vous comparez en fait le volume d'impression qui passe sur in-app, qui est donc 14% des impressions, et qui se traduit par 10% des investissements. Donc on baisse. Alors que sur mobile, ce qu'on va voir sur mobile web, on est à 39% et on passe à 46%. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une sous-valorisation des impressions in-app contre les impressions mobile web. Si on était à l'équilibre, on sera à 14 ici et à 39 là, mais la perte de vitesse sur in-app, elle nous dit qu'en effet, l'environnement in-app, il est sous-valorisé. Alors c'est quelque chose en fait, qui n'est pas forcément nouveau, c'est assez habituel, c'est une difficulté récurrente sur le marché de bien monétiser les environnements in-app, mais c'est vrai qu'avec ce qu'on a vu arriver avec iOS 14.5, on se retrouve dans une situation qui est un petit peu compliquée pour l'in-app a priori. On va passer à l'analyse par format, donc display vidéo native.
Ce qu'on voit, donc ici on compare les années 2020 sur la gauche et 2021 sur la droite. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on est sur un marché qui reste dominé par le display à 57%, devant la vidéo à 25,5% et la native à 17%. Vous allez me dire, il ne se passe pas grand-chose. Là aussi, c'est extrêmement stable. Oui, mais ceux qui ont suivi le baromètre au premier semestre le savent. On a ici laissé les chiffres officiels, qui sont ceux qui sortent des plateformes. Et donc, vous pouvez utiliser à des fins de comparaison. On a un SSP, Google pour le mentionner, qui a fait une erreur de reporting lors du T1 et qui a faussement associé des impressions vidéo au format display. Ce qu'on a essayé de faire avec l'équipe, c'est de corriger cette erreur et donc de rapatrier des impressions display dans la vidéo. Ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que la vidéo n'atterrit pas à 25,5, elle atterrit à 26,6. C'est un petit changement, c'est pas forcément grand-chose. C'est quand même intéressant parce que la vidéo avait gagné 3 points entre 2019 et 2020. Et on voit la vidéo à ce moment-là qui gagne encore 1 point sur l'année 2021. On est donc quand même sur une progression assez constante du format vidéo, intéressant pour la qualité du canal programmatique. La vidéo, c'est 2 sous-formats. C'est l'outstream et l'instream. C'est en fait 80% d'instream et 20% upstream. En termes de tendance, on est sur une légère perte de vitesse de l'outstream et une légère croissance de l'instream. Vous l'avez compris, les chiffres sont faux. Si on les corrige, on est à 22% ici en in-stream. Donc encore une fois, la croissance qu'on voit en vidéo, ce petit point de croissance qu'on voit en vidéo, si on inclut la baisse de l'outstream et qu'on regarde uniquement l'in-stream, on est sur une croissance qui est un petit peu plus forte. Ça renforce ce message autour de la qualité. Je reviens encore sur mon histoire de cohorte, je crois que j'en parlerai plus après. Mais notre cohorte, dans la mesure où on cherche à avoir cette base stable sur 2020-2021, elle ne nous a pas permis d'intégrer le format audio dans l'analyse. Alors on est quand même allé regarder hors cohorte ce qui s'y passait et on a regardé les données entre le deuxième semestre 2020 et deuxième semestre 2021. L'audio c'est plus 68% en investissement programmatique. Donc on est sur une croissance qui est extrêmement rapide. Et on a compris qu'il va bien plus vite que tous les autres formats. Alors, qui dit que ça croît vite, en général, dit que c'est petit, en effet. Pour autant, si on avait inclus sur la fin d'année l'audio dans ce panorama, on aurait été à 2% d'audio. Donc, on est sur quelque chose qui est petit, mais qui commence à avoir de la place au sein de l'univers programmatique. On offre ici plus de détails en vous proposant une vision par format IAB. Donc vous avez les définitions qui sont en bas de la slide, entre les petits formats et les formats moyens. Je vous laisserai lire tout ça. Et donc là, un graphique qui est un petit peu différent des autres, qui vous montre sur la gauche la part de voix en investissement de chacun des formats, et sur la droite, la part de voix en volume. Le premier fait marquant, en tout cas, c'est la vidéo in-stream, qui s'établit pour la première fois dans notre baromètre comme le premier format devant tous les autres, avec 21,3% des investissements. C'est aussi un petit tournant pour le marché programmatique. Je reviens sur cet aspect qualitatif que j'ai évoqué avant. Encore une fois, c'est le signe, pour le coup, d'une bonne santé du channel. Le format vidéo, qui s'établit donc devant les petits formats, les formats moyens et la native, pour les 4 formats principaux qui composent le marché. Merci Jean-François. On a une vision là 2021. Est-ce qu'on peut avoir une vision sur l'évolution? Qu'est-ce qui s'était passé en 2020? Tout à fait, d'autant plus, Philippe, que les choses bougent un peu. Alors ce qui bouge le plus, ce qu'on voit bouger, ce qui est intéressant, c'est, je viens de dire que le format moyen était en 3e position, il vient de passer devant la native. Donc le format moyen en termes de croissance des investissements, c'est plus 40%, à raccrocher à ce plus 20% qu'on a vu sur la toute première slide, et si vous vous en rappelez, au plus 21% qu'on a vu sur la native. Donc ce qui permet en fait à ce format moyen de devenir le 3e groupe de formats en programmatique. C'est plus 3 points. Globalement, on était à 15 et quelques l'année dernière, on passe à 18. Alors d'où est-ce qu'ils viennent ces points essentiellement? Ils viennent des petits formats. Donc les petits formats, l'année dernière, on était à 23,8 ici, et on passe à 20,4. Donc on perd en effet 3 points qu'on va retrouver dans les formats moyens. En termes de volume, là c'est intéressant, on voit que la vidéo pèse beaucoup moins. En effet, c'est un marché qui est largement dominé, pour le coup, par les petits formats, les formats moyens et la native. On est sur des CPM qui sont en général, en effet, un peu plus faibles que la vidéo ou les grands formats. C'est donc pas étonnant de voir que
en part de voix de volume, ce sont ceux qui dominent sur le marché. D'ailleurs, petit indice, hein, si vous regardez la différence de hauteur entre la courbe de droite, ou la barre de droite et la barre de gauche, bah, c'est le CPM. Ce que vous voyez en effet, c'est que les gros écarts, ils sont sur la vidéo in-stream et sur les grands formats. Ce sont les CPM les plus élevés en programmatique. Merci Jean-François. Puisqu'on a commencé à parler de CPM, poursuivons par l'évolution du CPM moyen sur le marché programmatique. En 2019, on était à 1,17 en moyenne. On a évidemment le trou d'air de l'année 2020 qui nous fait tomber à 90 centimes. Et on rebondit cette année à 1,04 €. Je l'ai dit sur la première slide, on est parvenu au niveau de 2019. On a 11% de retard en 2021 par rapport à 2019. Je pose juste c'est moi qui pose une question, Philippe. Ce coup-ci, j'y répondrai pas d'ailleurs. Mais je pose une question simplement en disant est-ce que c'est si mal que ça sur un marché qui, depuis 2019, a quand même changé en structure, en particulier en termes de privacy. Et on sait que depuis 2019, je parlais du RGPD, du non-consentement, on est sur des chiffres qui ont augmenté. On sait aussi qu'on a un certain nombre de technologies, je pense à Firefox, je pense à Safari, je pense à iOS qui ont mis en place des outils pour limiter le suivi d'individus sur Internet. Ça pèse forcément sur les CPM. Peut-être que ce recul de 11%, ce n'est pas que la remise de la crise Covid, c'est aussi lié à des effets structurels sur le marché. Alors je sais que cette partie-là, enfin plus détaillée, est réservée à nos membres, mais est-ce que tu peux nous donner au moins un prix sur un format, par exemple la native, pour que mettre l'eau un peu à la bouche au dépourvu, mon cher Philippe, puisque j'ai pas le chiffre. J'ai pas le chiffre sous les yeux. Alors j'ai d'autres chiffres que je donnerai tout à l'heure sur le petit format et format moyen, mais c'est vrai que j'ai pas le chiffre de la native. Ce sera réservé. Mais en fin de présentation, je peux aller voir et je reviendrai vers toi. En tout cas, pour rester dans l'analyse des CPM et regarder comme on l'a fait sur les investissements, l'évolution mois le mois. Voilà, ce chart il vous présente trois courbes. Hein. La courbe du haut ici, c'est les CPM de 2019. On s'est aussi mis en base 100, de manière à pouvoir bien comparer les choses. Donc on démarre à 100 ici, en janvier 2019. La courbe qui plonge, c'est l'année 2020. On va la laisser de côté. C'est pas une très bonne base de comparaison. Donc ce qui est intéressant, c'est notre courbe 2021 par rapport à 2020. On voit deux choses. Je parlais de saisonnalité retrouvée. Bah oui, voilà, on est sur une saisonnalité finalement des CPM qui est assez classique, hein, qu'on peut comparer à 2019, avec quand même un mois de décembre qui a été relativement faible en termes de CPM cette année versus une année normale comme 2019 où on a une croissance, mais qu'on voit aussi d'ailleurs en 2020. Et le deuxième point, c'est que c'est vrai qu'on est à 11% derrière le CPM de 2019, on l'a évoqué, mais on est sur un rattrapage continu. Donc si vous voyez les courbes, ça se voit assez bien. Vous voyez que la courbe de 2021 a tendance à rattraper la courbe de 2019. Et donc ce moins 11% en moyenne sur l'année, il est en réalité à moins 5,5% sur la deuxième moitié de l'année. Et donc on est, si vous faites les calculs, on est plutôt à moins 15% première moitié d'année, moins 5% deuxième moitié d'année. On est quand même sur un rattrapage qui est assez continu par rapport aux chiffres de 2019. On va parler de type de deal. Et on a 4 types de deals sur le marché programmatique. C'est un petit nouveau par rapport à ce qu'on vous a présenté sur les baromètres précédents. On va retrouver nos classiques, en tout cas, avec le programmatique garanti en premier lieu, qui se rapproche finalement beaucoup du gré à gré dans l'univers du direct, avec des CPM qui sont fixes et des volumes qui sont garantis. On a les préfères deals, qui sont eux aussi à CPM relativement fixe, sans garantie, mais avec une priorité dans le déroulé des enchères programmatiques par rapport aux enchères classiques. On va retrouver les private auctions, qui sont les deals les plus classiques, voilà, qui sont en compétition directe avec les enchères open auction. Et donc je parlais d'un nouveau type de deal, il est là, les curated marketplace. Alors qu'est-ce que c'est ? Pour vulgariser, on est sur des deals multi-publishers. Donc l'idée c'est de packager de manière contextuelle avec de la data d'audience, de packager les inventaires de plusieurs éditeurs de manière à les regrouper dans un deal et donc de pouvoir ensuite les revendre à différents acheteurs, des agences, des trading desks. En général, un curated marketplace
est opéré par ce qu'on appelle un curator, qui est donc cette entité qui s'occupe du regroupement, du packaging des impressions et de leur revente. En anglais, on parle aussi de auction package, qui traduit assez bien le concept. Alors, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Il se passe pas mal de choses sur le marché en termes de type de deal. Le premier point, c'est l'open auction, qui reste le type de deal le plus fort sur le marché, avec 75% des investissements, et qui est en croissance cette année, qui va passer de 73% à 75%. Je reviens encore sur le tout premier chiffre qu'on a vu, plus 20% des investissements. C'est plus 22 cette année en open auction. Je fais une toute petite parenthèse technique ici, au risque d'en perdre quelques-uns. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que la croissance de l'open auction, on l'associe à la croissance du header bidding. Le header bidding, c'est la technologie qui permet aux régies de mettre en compétition différentes sources de demande, différentes SSP au sein d'une enchère unifiée. On voit derrière cette croissance de l'open auction une croissance de la technologie open source majeure qui permet d'opérer du header bidding qui est Prebid, qui croît relativement bien, et surtout une croissance très marquée de la solution d'Amazon, solution propriétaire d'Amazon qui s'appelle Transparent Ad Marketplace, et qui fait un bond sur le marché, qui est loin derrière Prebid, mais qui fait un bond assez visible sur le marché, et donc qui s'installe aussi solidement dans le paysage programmatique français. Si l'open monte, c'est qu'il y a des choses qui descendent. Et en effet, on le voit ici au milieu, private auction, préfère deal, ça descend. Alors on s'arrête un tout petit peu dessus. Ce qu'on voit surtout, c'est que ce sont les private auctions qui descendent. Et c'est quelque chose qu'on avait vu sur le baromètre du premier semestre, que moi j'avais balayé d'un revers de la main en parlant de bruit statistique. Moins 3%, non, il se passe quand même quelque chose. Donc si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on voit? On voit une baisse des volumes. Baisse de volume des impressions sur le private auction, baisse du nombre de deals qui sont effectués en private auction. Je vais aller plus loin, quand on voit une part de voix qui recule, on peut toujours se dire qu'on est en croissance, mais qu'on croît moins vite que les autres éléments qui sont sur le marché. Sur le private auction, on est en baisse des investissements bruts. Pardon. Donc on est véritablement sur une perte de vitesse qui profite donc à l'open et qui profite au programmatique garanti. On a un certain nombre de personnes sur le marché, d'ailleurs, qui parlent de polarisation pour les années à venir et qui expliquent que tout ce qui est private auction, j'associe pas vraiment preferred deal, mais ce qui est private auction qui pèse assez lourd, finalement, on est sur quelque chose qui est à moitié entre l'open, à moitié entre le programmatique garanti, qui a des défauts et qui n'a pas forcément tous les bénéfices des deux solutions, et qu'on serait donc rentré dans une phase où le private auction va décroître. On suivra ça dans le temps, mais c'est vrai que c'est un phénomène assez marquant ici de voir qu'on a perdu quand même 3 points sur ce type de deal, et première fois qu'il n'est pas en croissance et qu'il recule. Le programmatique garanti, lui, tout va bien. Il passe à 9% des investissements. Si on regarde 2019, on était à 6, on passe à 8 en 2020, on passe à 9 en 2021. Chose amusante ou notable en tout cas, quand on a fait la bascule 2019-2020, la croissance du programmatique garanti, c'était avant tout en volume. C'était une augmentation des impressions avec un CPM qui était relativement stable. Bon, crise Covid oblige. Et cette année, vous l'avez juste au-dessus, la croissance, elle n'est absolument pas en volume, elle est surtout en CPM. On va passer à plus 34% des investissements en PG, avec donc des volumes qui sont stables à 2%. La croissance est surtout en CPM. Merci Jean-François. Juste une question, est-ce qu'on a une vision en ce qui concerne le programmatique garanti sur ce qui se passe dans les autres pays? Ouais, c'est un bon point Philippe. On n'a pas trop regardé en 2020, c'était une année spéciale, mais c'est vrai qu'en 2019 on avait regardé et la France était dans le ventre mou de ce qu'on voit nous en Europe occidentale. Je m'attendais à retrouver les mêmes chiffres cette année finalement. Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, avec ce 9%, la France est clairement dans le haut du panier de ce qu'on voit dans les autres pays en Europe de l'Ouest, et en particulier le Royaume-Uni. Si on veut voir finalement une différence et du retard de la France, il faut aller aux États-Unis. Et aux États-Unis, en effet, on est sur un programmatique garanti qui a passé la barre des 10%, qui est quelques points au-dessus du 9%. Et qui nous montre sans doute la voie en France et le potentiel de croissance qui existe encore sur ce type de deal.
J'avais introduit la slide en parlant du nouveau type de deal, les Curated Marketplace. Quelque chose d'assez nouveau. On capte de la donnée sur ce nouveau type seulement depuis quelques mois chez Atomic, le temps de mettre en place les outils. Donc pas de vision à vous proposer en moyenne sur l'année. Ce qu'on peut simplement vous dire, c'est qu'on finit l'année vraiment en trombe sur les Curated Marketplace, puisqu'on était à un tout petit peu moins d'1% de part de voix sur la fin d'année 2020, en partant de rien, littéralement, donc en début d'année. On est même allé voir le mois de janvier pour voir quelle était la tendance. On a passé les 1%, on était à un chiffre 1.3, me semble-t-il, sur les Curated Marketplace en janvier. Et donc on est sur une croissance qui est très marquée. J'ai parlé de la baisse des private auctions. Il faut aussi la lier évidemment au démarrage des Curated Marketplace qui sans doute viennent cannibaliser ce type de deal. Merci Jean-François. On vous présente ici, alors sur la gauche, exactement la même information que sur la slide précédente, et sur la droite, on est simplement venu casser l'information en volume, par de voix en volume. Je ne vais pas être très long dessus parce que vous voyez que pour le coup, si les choses évoluent en termes d'investissement, ce n'est pas le volume qui l'explique, c'est plutôt les CPM. Le point finalement le plus intéressant ici, c'est de regarder la part de voix en volume du programmatique garanti qui est à 1%. Donc en termes de volume d'impression, c'est extrêmement faible sur le marché. On regarde 93 sur l'open auction. Mais le gap, la différence entre, encore une fois, ce volume et les investissements, elle est de 1 à 9. On imagine donc que les CPM du programmatique garanti sont largement plus élevés que sur les autres types de deals. En termes de progression, des CPM, dernière information sur les types de deals, plus 19 sur l'open auction, ça explique la croissance que j'évoquais tout à l'heure, moins 5 sur private auction preferred deal, mais attention vraiment sur la partie private auction, ce qui explique la chute, c'est moins une baisse des CPM qu'une baisse des volumes et du nombre de deals, et la croissance assez importante du CPM sur le programmatique garanti qui s'établit à plus 32%. Type de deal croisé avec les formats IAB. Vous avez le tiercé pour chacun des types de deals. Open auction, on va retrouver donc les petits formats, la native, les formats moyens. Private auction, on va voir apparaître la vidéo en numéro 1, suivi des petits formats, format moyen. Et le programmatique garanti, vidéo aussi, et vous croisez, petit format, format moyen, vous inversez sur l'EPG par rapport aux preferred deals. Une question, est-ce qu'il y a des curated deals spécifiquement vidéo? C'est une bonne question encore, Philippe, qui me prend au dépourvu. En tout cas, techniquement, je ne sais pas te dire précisément, c'est encore une fois quelque chose qui est assez nouveau, qui prend de l'ampleur rapidement, qui est très dynamique. Techniquement, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas de curated deal en vidéo, Philippe. De mémoire, par rapport à ce qu'on a vu, je pense qu'on est quand même plutôt en display. Par exemple, il y a un peu de packaging contextuel en curated marketplace. En vidéo, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Majoritairement, on est quand même, je crois, sur des curated marketplace qui embarquent de la first party data du buy side. Donc il y a des chances, en effet, que voilà, de ce côté-là, il y ait de la vidéo. Merci. On vous donne ici, pour l'open auction, de manière assez précise, les parts de voix par format IAB. La barre du haut, c'est la part de voix 2020, la barre du bas, la part de voix 2021. Donc les éléments notables, on va retrouver un petit peu ce que je racontais tout à l'heure sur l'évolution des formats. En open auction, c'est la baisse des petits formats au profit des formats moyens, un natif qui est quand même solidement installé en deuxième position, et la vidéo quatrième qui est en légère croissance. Sur les private auctions, donc en effet là on est massivement sur de la vidéo qui régresse un tout petit peu, et on va retrouver la tendance qu'on vient de voir sur la slide précédente avec la baisse des petits formats et l'augmentation des formats moyens qui sont quasiment au-dessus des petits. C'est sans doute ce qu'on verra lors du prochain baromètre. On voit que la native est aussi bien présente et en progression. Et je finis avec le programmatique garanti, royaume de la vidéo s'il en est, croissance constante ici, on passe de 49 à quasiment
52% de part de voix. Sur les éléments notables, toujours la baisse des petits formats, on a compris, elle est relativement constante. C'est surtout la hausse des grands formats, donc le PG qui est très clairement un type de deal premium et qui draine forcément des formats qui sont très quali avec la vidéo et les grands formats. Je vais maintenant m'intéresser à la demande, en commençant par les plus gros annonceurs sur le marché programmatique en 2021. On retrouve sensiblement les mêmes que les années passées, avec Renault, Orange, P&G, Intermarché et Carrefour. Il y a un absent, cet absent il est en dessous dans la note du bas, c'est Amazon, 1,7%. Si on avait intégré Amazon en réalité dans cette slide, ils auraient donc été en 3e position. On ne le fait pas, peut-être quelque chose qu'on verra dans le futur, Philippe, on ne le fait pas parce que quand on voit une publicité qui est marquée Amazon, on ne sait jamais dire s'il s'agit d'une publicité pour une offre Amazon, typiquement leur magasin, ou AWS, ou s'il s'agit d'une marque qui est hébergée sur le site d'Amazon et donc il faudrait raccrocher cette publicité à un autre annonceur. Donc on tergiverse un peu sur la présence d'Amazon dans ce baromètre. Toujours est-il que c'est clairement un acteur majeur en termes de marque et qu'il occupe les premières places du podium. Si on passe sur le top 15, et donc on compare le top 15 entre 2020 et 2021, je ne vais pas vous faire la liste, je vous laisserai parcourir les slides. En tout cas, on peut au moins noter l'arrivée de petits nouveaux. Dans le top 10, on va pointer du doigt les pas français qui rentrent en 7e position, Google en 8e et Airbnb en 9e position. De manière plus structurelle, au-delà des noms qui composent ce top 15, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, le top 15, c'était plus de 18% des investissements programmatiques. Et cette année, on va tomber sur 16,5%. Donc c'est un marché qui respire un tout petit peu. On a vu une contraction qui était des investissements qui étaient forcément donc liés à la crise de la Covid. Et on se relâche un tout petit peu cette année. On a voulu d'ailleurs vous donner un peu de visibilité sur combien il faut de marques d'annonceurs pour représenter 80% des investissements. Et on tombe sur 300 annonceurs. C'est quelque chose qu'on essaiera de suivre dans le temps, mais qui pour nous montre en quelque sorte la vitalité du marché programmatique. On va passer à l'analyse par DSP, par bidder. En commençant par le top 5, DV360, acteur majeur, Google Ads. Je précise toujours, je m'arrête sur Google Ads, qui est le 2e pour nous bidder de Google. Ce qui se cache derrière, c'est AdWords. Donc encore une fois, on collecte de la donnée sur des SSP, on voit un certain nombre d'achats qui proviennent de l'entité AdWords, qui n'est pas exactement la même technologie que DV360. On est plutôt sur des offres vraiment self-service, avec moins de richesse, moins de profondeur en termes de pilotage de campagne que sur DV360, ce qui fait que le couple Google s'établit à 60% du marché aujourd'hui en termes de bidding. Et les 3 qui suivent, Criteo, Xandr et The Trade Desk. On vous propose ici aussi un top 15. Alors top 15, la première chose qui saute aux yeux par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est la concentration. Je vous ai dit 300 marques pour faire 80% du marché. 80% du marché, quand on regarde les bidders, c'est 6. On s'arrête à Amazon DSP et on est à 80. Et en dessous à d'autres, on voit qu'on rentre quand même dans une long tail. Élément assez notable aussi par rapport à 2020, c'est la baisse de Google Ads qui baisse de 20,7% à 17,2%. On avait vu Google Ads, AdWords, monter de manière assez significative pendant la crise de la Covid. C'était un des effets de bord de la crise. Ces 3 points qui sont perdus par Google Ads, vous allez les retrouver dans DV360, grosso modo. Donc on a toujours cette constante de Google qui est à 60%, avec des parts de voix relatives entre DV et Google Ads qui basculent un tout petit peu. Sur les progressions de DSP, j'attire votre regard sur Criteo qui progresse, Trade Desk qui progresse, qui reste, on en parle beaucoup de Trade Desk en moment, qui reste relativement
faible en France par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays, en particulier anglo-saxons, je pense aux États-Unis, et Amazon, donc DSP, qui progresse beaucoup aussi. Je vous l'ai dit, Amazon, c'est une marque qu'on voit dans le top 3. Aujourd'hui, avec ce 1.7, je vous ai parlé de Amazon Marketplace en vous parlant des technologies de header bidding qui s'installaient aussi solidement sur le marché. Et on voit Amazon DSP aussi qui est, alors certes pas encore dans le top 5, ils ont peut-être un peu de mal à y rentrer tout de suite, mais voilà, qui fait quand même solidement partie de ce top des DSP. Donc on voit Amazon qui est finalement présent de manière assez unilatérale sur la supply chain. Et ceci, mon cher Philippe, était la dernière slide. Je vais donc te passer la main pour sur les points clés. Merci Jean-François. Je vais laisser Arthur la conclusion et répondre aux différentes questions. Je crois qu'il y a eu des questions en live. Combien de personnes en live, Stanislas? On a eu un peu plus de 180 personnes en live qui ont suivi la présentation en même temps et 488 vues. D'accord. Voilà, une belle audience. Très bien. Je laisse la parole à Arthur. Alors tout d'abord, merci beaucoup Jean-François, parce que c'était vraiment très clair pour un marché qui est quand même assez complexe. C'est quand même très agréable d'avoir cette vision qui permet de mieux comprendre comment évolue ce marché du programmatique. Moi, je suis très content parce que je vois que ce marché, il est dynamique. Il est même très dynamique, puisque alors on sait que ça représente une grosse partie des achats display, à peu près 60% maintenant, qu'il a progressé de plus de 20%, c'est ce que vous avez dit. Je crois qu'entre 2019 et 2021, c'est plus 16% de mémoire. Plus 16%, c'est un peu plus que la progression globale du marché publicitaire digital, donc ce qui prouve bien quand même, encore une fois, la dynamique de la publicité programmatique. Moi, je suis content parce que je vois que ce marché évolue aussi dans un sens un petit peu plus qualitatif, c'est ce que vous avez montré aussi, notamment avec des formats type vidéo ou les formats moyens qui prennent de plus en plus de place, à la fois en open et aussi en deal garanti. Et puis, autre point que je trouve très intéressant et que nous, de toute façon, on va suivre de façon assez soutenue au sein de l'IAB, c'est l'arrivée de nouveaux formats programmatiques. Alors on a parlé évidemment de l'audio, qui est en forte croissance. On voit poindre la CTV, il faudra peut-être regarder, mais il y a des choses intéressantes certainement à regarder de ce côté-là. Alors, vous en parlez pas encore aujourd'hui, et j'espère que vous en parlerez la prochaine fois, mais évidemment il y a le programmatique DOH aussi, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, je vous invite tous à vous inscrire au webinaire le 17 mars, programmatique DOH que nous organisons. J'en profite, une petite page de publicité, voilà, on est là pour ça aussi. Et dernier point que j'ai noté, qui est là aussi, je trouve particulièrement intéressant, c'est la progression du programmatique garanti et des curated deals. Donc on voit quand même que ce marché, il évolue, il se transforme, et c'est quand même le but de ces études, et elle va aussi évoluer en fonction de ce marché, parce que je pense que c'est très important pour vous, acteurs de ce marché, de pouvoir mieux appréhender ces évolutions, mieux les comprendre, et on a quand même aussi, on le sait tous, un gros travail pédagogique à faire autour de la publicité programmatique. Dernier point qui nous semble intéressant, et quand on parle d'évolution et d'évolution de cette étude, tu l'as un peu introduit, mais il y a un vrai sujet, je trouve, qui me paraît très intéressant, c'est de mieux comprendre les routes d'achat, ou ce qu'on peut appeler dans notre jargon, les PAF, donc les SPO, DPO. En tout cas, sachez que nous, à l'IAB, c'est un sujet qu'on regarde. Il y a un groupe de travail qui va travailler dessus, et c'est pour nous un sujet important. Voilà tout ce que j'avais, moi, en tout cas, tout ce que j'ai retenu. J'imagine que vous avez retenu d'autres choses, certainement beaucoup plus intéressantes que ce que je viens de dire. Et du coup, je vais vous passer la parole. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà? Alors, dans la salle, on prendra ensuite les questions qui sont sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on a été si clair que ça, c'est génial. Bonjour. Je voulais savoir si le retail display était intégré dans votre scope. Ouais. Alors, on n'intègre pas à proprement parler de retail média.
même si on a dans le baromètre des sites ou des apps qui sont proches du e-commerce, ou quasi du e-commerce, ce qu'il faut, en tout cas notre perception des choses sur le retail média, c'est que c'est encore assez peu programmatique au sens où on le présente ici, avec des SSP, ces enchères avec différents bids, on parle de type de deal. C'est un marché qui, pour nous, doit encore se structurer d'un point de vue programmatique. Et donc j'espère qu'en effet, on pourra les injecter quand ce sera le cas. Voilà, la perception, c'est qu'en maturité, c'est encore un peu tôt pour avoir ce type d'acteur dans le baromètre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant qu'on passe aux questions sur le chat? Non? Alors, Stanislas. Oui, effectivement, on a quelques questions sur le chat dans LinkedIn. Alors, première question de la part d'Éric Schnebel. Quelles sont les évolutions des investissements volume, impression sur les deals? Bonjour Eric. Évolution en termes d'impression et de volume sur les deals. Écoute, de tête Eric, je vais aussi avoir du mal à te répondre, il faudrait replonger dans les chiffres. Ce que je peux te dire, c'est qu'en effet sur les private auctions, en recherchant dans mes chiffres dans les notes, on est sur un recul, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ce que je vois en tout cas sur le PG, voilà, c'est ce que je disais. Hein, sur le PG, on est sur une croissance qui fait plus 30%. Sur tout ce qui est private, j'aurais bien voulu te trouver le recul. Je l'ai pas sous les yeux, donc c'est quelque chose qu'on pourra peut-être communiquer derrière. J'ai volontairement en fait pas écrit les chiffres bruts sur mes notes, mais je sais que on est quand même, l'ordre de grandeur, c'est vraiment une vingtaine de pourcents qui baisse sur les private auctions. Ce qui est important, ce que j'ai pas dit dans la presse, je pose la question d'Eric pour y répondre. Je parlais de baisse sur les private auctions, de perte de vitesse. C'est quelque chose qui est très uniforme sur le marché. Quelques acteurs qui sont en baisse et qui entraînent tout le marché dans une chute, c'est quelque chose qu'on voit de manière assez systématique. Cette baisse de 20%, c'est une moyenne. Il faut être un petit peu plus précis, c'est l'ordre de grandeur. Mais c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière unilatérale. Donc moins 20% private auction, plus 30% sur l'EPG, et il manque les préférés deals sur lesquels j'ai pas le chiffre en tête. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'autant l'EPG monte de manière relativement uniforme et les private auction baissent de manière uniforme, je sais que sur ce qui est preferred deal, on est aussi sur quelque chose qui est plus variable et sur lequel il y a une ligne conductrice qui est un petit peu moins évidente. Merci beaucoup Jeff. On a une deuxième question concernant la place de la France dans ce marché. Je pense que ça fait référence au marché du programmatique garanti. Ouais. Il me semble quand tu évoquais justement la place de la France vis-à-vis des différents pays. Oui. Donc voilà, quelle est la place de la France vis-à-vis de ces marchés? Je sais qu'à Atomic, vous travaillez aussi sur d'autres. Ouais, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors je vais avoir du mal à casser le marché en termes de donc la France en Europe typiquement en termes de on a des marchés structurellement qui sont plus gros comme le UK, mais on est sur des choses qui dépassent largement le programmatique ou la publicité dans le PIB a un petit peu plus de place typiquement au UK et elle va être un petit peu plus petite en Espagne. Finalement, je pense pas que le programmatique varie par rapport à cette règle générale. Ce que je peux dire, c'est ce que je disais sur l'EPG, la France fait très bien sur le programmatique garanti. Je ne saurais pas vous dire si on est numéro 1 ou numéro 2. Et puis les chiffres après sont à la virgule. Mais c'est ce que je disais, hein, c'est qu'on est vraiment quasi en tête, si on n'est pas en tête aujourd'hui en Europe de l'Ouest. Donc je pense au UK, on regarde les Pays-Bas, l'Espagne, on regarde l'Allemagne, on regarde l'Italie, on regarde des pays qui sont assez matures. Et donc la France est très bien sur le PG. Un peu moins bien que les États-Unis. On
pourrait se poser la question de la comparaison, parce qu'on dit, attendez, ici vous êtes sur une cohorte, c'est quoi votre cohorte aux États-Unis? On est sur des acteurs qui sont assez similaires. C'est-à-dire des régies qui sont relativement premium, et c'est ce qu'on fait aussi aux États-Unis. Donc si on voit du PG à 12 points pour le coup aux États-Unis, avec ces mêmes logiques voilà, d'arriver par la vidéo ou par des formats impactants. Encore une fois, voilà, c'est moins la position en Europe qui a l'air très bonne que peut-être regarder du côté des États-Unis qui font mieux. C'est vrai qu'ils sont aussi plus avancés sur tout ce qui est vidéo, en particulier tout ce qui est programmatique garantie sur le broadcast, où bon, il me semble qu'il y a un coup d'avance en effet par rapport à là où on en est en France. Merci. Alors on va peut-être revenir très rapidement à la question d'Eric Schnubel qui précise sa question. Comment expliquer en fait la baisse des deals, des investissements ou des volumes et donc des CPM? Comment est-ce qu'on l'explique? On a, si tu veux, aujourd'hui un private auction qui est assez concurrencé dans le marché des types de deals, avec d'un côté l'open auction qui fonctionne, si tu veux, relativement bien et dont on voit qu'elle est en train de s'enrichir tout doucement avec des fonctionnalités supplémentaires pour passer de la data. Il y a des tests qui sont typiquement en cours chez Google pour enrichir l'information qui va transiter dans l'open. Et donc là, on a le private auction qui perd un tout petit peu l'avantage qu'il avait par rapport à l'open. On a, Philippe en parlait, le curated marketplace, qui est aussi une alternative qui est extrêmement intéressante parce qu'elle évite en fait à un acheteur de faire 15 deals en private auction avec 15 régies différentes et qui va pouvoir consolider ses achats sur un deal unique qui est multi-publisher. On voit la croissance du PG. Donc sur un marché qui est Arthur le disait, qui est en croissance de 20%, qui fait ce plus 6 là, sur le deuxième semestre, on voit que c'est pas une explosion et qu'en effet, voilà, c'est difficile après de croître à tous les niveaux. Donc la private, elle pâtit un tout petit peu du fait que l'open est un peu plus musclé, il y a le header bidding qui se développe, qui est aussi efficace, la croissance du PG qui a des avantages indéniables, parce que garantie sur les volumes de livraison, l'arrivée des curated marketplace qui a ses propres bénéfices. Voilà, au milieu de tout ça, le private souffre un peu. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on suivra pour voir si c'est une tendance sur le long terme et que c'est un marché qui se polarise, comme je disais. Merci, c'est peut-être justement une bonne manière d'aborder la prochaine question. Est-ce que les curated deals pourraient à terme remplacer les private deals car plus performants? Et les curated sont-ils en croissance ailleurs qu'en France, ou enfin, seulement en France, ou partout en Europe, voire même ailleurs? Alors, est-ce que les première partie de la question, est-ce que les curated sont appelés à remplacer les deals private auction, voire les preferred deals? On verra si la tendance qu'on voit, elle s'inscrit dans le temps. C'est a priori, c'est moins un problème de performance du deal et d'efficacité. On va acheter finalement les mêmes impressions. On a accès à la même data quand on achète un curated marketplace versus un private auction. On est plus à ce stade pour moi sur un gain opérationnel. Et donc cette facilité pour un acheteur de ne pas multiplier encore une fois les interlocuteurs, de ne pas multiplier l'implémentation de deals et leur gestion au quotidien et de pouvoir centraliser les achats de manière un petit peu plus efficace. Donc pour moi à ce stade, hein, c'est moins, on pourra regarder d'ailleurs, mais c'est moins un enjeu de performance qu'un enjeu opérationnel. Est-ce que ça croît partout? Oui, ça croît partout. C'est un phénomène absolument généralisé. Aujourd'hui, on voit, je crois, quasi tous les SSP, j'ai envie de dire, on parlait de chemin, tous ceux qui font partie de qui sont cachés dans le header bidding proposent des curated marketplace. Selon des modalités différentes. Hein. C'est un terme unique qui regroupe encore des réalités qui sont assez variables. Je parlais de curator pendant la présentation. Il y a des SSP qui ont une offre curator qui est très établie, avec des outils qui sont très performants pour permettre à un curator
de packager des impressions de multiples éditeurs et de les revendre. Vous avez peut-être suivi que IPONWeb a lancé une offre qui s'appelait MediaGrid, qui est très orientée Curated Marketplace. Et on a d'autres SSP qui, pour l'instant, sont un petit peu moins ouvertes et qui font du Curated Marketplace, mais je dirais que gérés par leurs propres équipes, quelque chose qui évoluera sans doute. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est approché de différentes manières, mais que c'est relativement généralisé. Et oui, on voit une croissance, je ne connais pas les chiffres sur les différents pays, je ne les ai pas sous la main, mais oui, on voit une croissance très clairement sur tous les pays sur lesquels on est présent. Merci. Une prochaine question concernant TAM d'Amazon. Avez-vous des chiffres précis sur la croissance, la part de TAM Amazon par rapport aux autres solutions de header bidding? Je suis content d'avoir enfin une question sur laquelle j'ai les chiffres précis dans mes notes. Ouais, j'ai des chiffres assez précis. Si je donne 3 chiffres, et encore une fois, je m'adresse peut-être à une audience qui est relativement technique, mais le header bidding, c'est grosso modo, c'est 3 grandes solutions. C'est Prebid, j'en ai parlé, solution open source. C'est Open Bidding, qui est la solution propriétaire de Google, directement intégrée avec le stack de Google. Et c'est Amazon avec sa solution de Transparent Ad Marketplace. Prebid, aujourd'hui, c'est 22,5% de part des investissements sur le marché. Open Bidding, on est à 3,5%. Et Amazon Marketplace, on est à 2,2%. Je relativise ce que je disais. Amazon s'installe dans le paysage, c'est encore finalement derrière les autres. C'est 2,2 du marché. Oui, mais d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent d'assez loin. C'est-à-dire qu'ils ont plus que doublé en fait leur part de voix sur l'année 2021 par rapport à 2020. Précisément, on les mesure, faire le calcul, on les mesure à, je crois, le taxe 0,9, c'est ça, 0,9 en 2020 avec atterrissage à 2,2 points en 2021, c'est donc plus 1,3 points. Quand Prebid progresse, Prebid c'est 22,5, je viens de le dire, ils étaient à 21,5 l'année dernière. Donc on est sur une croissance de Prebid, c'est un point de plus toujours, mais la croissance relative, elle est très forte chez Amazon, là où voilà, Prebid est déjà très important et en progression relativement marginale. On a Open Bidding qui est relativement stable et TAM qui est vraiment celui qui explose sur le marché. Alors je pense que ça répond donc à la prochaine question qui était sur a-t-on des tendances sur les intégrations type Header Bidding Client, Header Bidding Server, Open Bidding, TAM, etc. Donc, ouais, alors je peux encore être plus précis. Donc Prebid, légère croissance, on a dit, TAM, croissance très forte, Open Bidding, relativement stable. On parle en effet de client versus serveur. Open Bidding, c'est du serveur, donc loin derrière Prebid qui est à 22,5. Prebid, en fait, il y a 2 solutions derrière. Il y a du client et il y a du serveur. Sur ce qu'on voit aujourd'hui, on est sur du 90-10. On est sur du 90% client et 10%, un petit peu moins de 10% en réalité, serveur. Donc le serveur très en retrait par rapport au client. Je n'ai pas d'élément de tendance là. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le serveur existait vraiment peu il y a 1 an, et alors, quasi pas du tout, je pense, il y a 2 ans. Donc on est aussi sur une croissance très forte de la solution serveur. Néanmoins, Prebid, c'est essentiellement de la solution client. On est dans une discussion très technique, Stanislas, qui parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est vrai que c'est aussi un marché qui évolue techniquement en termes d'intégration possible pour les éditeurs de SupplyPass. Et c'est important de l'éclairer, Arthur l'a dit, c'est quelque chose sur lequel on travaillera pour le prochain baromètre et on vous proposera quelque chose de très chiffré sur ce domaine. Merci Jean-François, c'était la dernière question et je vois qu'il est 11h03, donc vraiment il y a des remerciements dans le chat. Jean-François, Philippe, Arthur pour cette présentation. Merci à tous de nous avoir suivis en ligne. Merci à tous pour vos questions également. Une belle audience aussi, puisqu'on a un total de 570 vues sur la retransmission LinkedIn. Donc voilà, on est très content d'avoir fait cette présentation ce matin. On peut peut-être préciser que le prochain baromètre sera semestriel, et qu'il verra le jour probablement, on va dire en juillet. Ou un peu après. Voilà. Il verra le jour. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.
Bon allez, on peut se reprendre un petit café.